Mesdames et messieurs, un nouveau jeudi de cosmologie à ciel ouvert, après la relativité générale, après le Big Bang, nous continuons dans ce monde qui est maintenant le monde contemporain, en considérant, grâce au professeur, à notre collègue le professeur Francesco Pepe, directeur du département d'astronomie de notre université, nous allons considérer ensemble tout ce qui a rendu possible l'exploration de cet immense univers qui a commencé à se découvrir dans son immensité à l'époque de Galilée et Kepler, que nous avons également considéré. Il fera son exposé, le professeur Francesco Pepe, puis Jean-Daniel Macchi, qui était venu, vous vous rappelez, pour la séance sur les cosmologies bibliques et du Moyen-Orient, lui posera les questions que l'exposé de Francesco Pepe susciteront. Mais sans attendre davantage, et ensuite, bien sûr, ce sera le public qui pourra intervenir. Sans attendre davantage, je te laisse la parole. Merci. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Le titre de l'exposé, il me stresse parce que je dois parler de tout et de la révolution de pensée. Alors, je ne pense pas que j'y arriverai. Surtout, je ne pense pas être capable d'expliquer vraiment ce qui a déclenché des révolutions de la pensée dans l'histoire des sciences. Donc, je vais essayer quand même, à travers une toute petite partie de l'astronomie et de l'astronomie observationnelle, qui est la spectroscopie, qui a été mis en parenthèse dans le titre. Mais ça va être ça le fil rouge, la spectroscopie, à travers aussi qu'est-ce que ça veut dire voir, qu'est-ce que ça veut dire observer en astronomie, et quelle est l'importance de ça, justement, pour la compréhension. Alors, j'aimerais commencer par une question qu'on me pose tout le temps quand il y a des gens qui viennent à l'Observatoire de Genève, qui se trouve dans les bois de Versoix. Peut-être quelqu'un de vous a déjà eu l'occasion de le visiter. Et la question c'est, mais dis donc, est-ce qu'on peut voir une exoplanète? Mais vraiment voir. Alors j'ai dit, oui, qu'est-ce que vous entendez par voir? Oui, mais voir, une photo. Je dis, oui, bon, qu'est-ce que je dois dire? Il y a une magnifique photo ici. Ça, c'est la magnifique photo de 51 Pégasi B, la première planète autour d'une autre étoile, qui n'est pas notre Soleil, donc une autre étoile en dehors de notre système solaire, et c'était celle découverte par Michel Mayor et Didier Queloz en 1995. Donc, on peut les voir. Sauf que ça, ce n'est pas une photo. Ça, c'est une image d'artiste. Mon Dieu. C'est parti. Comment on peut arrêter le Cisco Jabber? Alors, ça c'est... Ouais. Donc c'est une image d'artiste, c'est un dessin, c'est pas une photo. C'est une représentation artistique. Alors on ne peut pas les voir. C'est ça la réponse. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a quand même de quelques exemples. Là je vais en montrer quelques-unes sur la droite. Ça c'est des vraies photos, ou ce qu'on appellerait des vraies photos d'exoplanètes. Là, vous voyez une étoile qui est en bleu, puis à côté, on voit un point rouge qui est une exoplanète. Mais ce n'est pas une exoplanète, ce n'est pas une planète comme notre Terre, même pas comme Jupiter. C'est une planète qui est 10 fois plus grande et aussi en masse, pas seulement en taille, que notre Jupiter. Donc oui, elle est 10 fois plus loin de son étoile que notre Jupiter. Donc, c'est une exoplanète, on peut le dire, oui, mais c'est un cas très, très particulier qu'on ne connaît pas dans notre système solaire, et c'est tellement grand et tellement distant de l'étoile
qu'on arrive à le voir. Il y a d'autres exemples de très très belles images. Je fais par exemple la deuxième avec l'interféromètre ALMA dans le désert d'Atacama au Chili. C'est des radiotélescopes presque submillimétriques, on dit, mais en tout cas comme des radiotélescopes qui sont séparés, éloignés de 10 km. Ça leur donne un pouvoir de résolution qu'on peut aller voir des disques autour d'autres étoiles où il y a de la poussière, du gaz, où juste en ce moment, il y a des anneaux qui se forment et à l'intérieur desquels il y a des planètes qui se forment. Donc ça, on peut le voir, on peut faire des photos. Il y a d'autres exemples avec des grands télescopes où on arrive effectivement à séparer une planète géante, très distante de son étoile, qu'on n'a presque pas envie de les appeler planètes parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans notre système solaire. Donc, ça, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec des vraies photos, voir. On ne va pas parler de foot. On va parler d'une autre chose, toujours dans le concept de voir, et qu'est-ce que, si on peut voir une planète, parce que, ok, on peut voir ces grosses planètes, mais est-ce qu'on pourrait voir une planète comme notre Terre autour d'une autre étoile? Alors imaginez-vous que vous montez à la Dôle et vous prenez un télescope et vous pointez ce télescope en direction du Stade de Suisse, qui se trouve à Berne, donc à peu près 150 km. Et imaginez-vous qu'avec ce télescope, vous devez être capable de détecter cette mouche qui tourne autour du phare de la lumière du stade. Ça, c'est à peu près les proportions qu'on a quand on observe une planète autour d'une autre étoile. Donc, là, le rapport, donc on a une étoile, et à côté, il y a un petit point, mais très très peu lumineux, qui est 1 milliard à 10 milliards de fois plus faible que l'étoile. Et en plus, c'est très très proche de ça. Donc on est complètement ébloui par cette étoile. Ça serait le cas. C'est ça qu'on devrait être capable de faire si on voulait voir une Terre. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. Et parmi les 4700 planètes qu'on connaît aujourd'hui, des exoplanètes, ben, il y en a quelques-unes que vous avez vues avant, mais sinon, on n'a pas pu les voir dans le sens que la plupart des gens s'imaginent. Donc, qu'est-ce que veut dire voir, finalement? Qu'est-ce que vous voyez ici? Très bien. D'autres idées? Un trou noir. Donc, qu'est-ce que c'est un trou noir? Non, mais qu'est-ce que vous entendez par trou noir? C'est donc vraiment un trou? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Un point noir? D'autres idées? Un écran? Ah ben, en plus, oui. Et ça, au milieu, là, sur l'écran? Très bien. Donc, alors, je pose cette question, c'est bien sûr une provocation, parce que, peut-être pas tout le monde, mais disons, vous avez probablement, ou peut-être, vu cette image à la télé ou dans les annonces, parce que, justement, comme vous dites, ça représente un trou noir. Et donc, nous, on voit ça, on dit « Ah oui, c'est le trou noir ». Mais ce qu'on voit, quand je vous pose la question, si vous voulez, ben, c'est un écran. Il y a une zone au milieu où il n'y a pas de lumière, et puis une autre zone autour, en forme de donut, qui est plus lumineuse. Donc, quand vous dites c'est un trou noir, ce n'est pas le trou noir que vous voyez, c'est une représentation, une image de quelque chose qu'on vous a dit être un trou noir. Donc, il y a plein d'étapes entre ce moment où dire c'est un trou noir et le moment entre l'objet et ce qu'on interprète de l'objet. Alors,
je me suis amusé parce que j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant à Zurich, de suivre des leçons de philosophie avec Feyerabend, extrêmement intéressantes. Et je me souvenais dans ma tête des choses qu'il avait dit sur la vérité objective et la vérité subjective. Et il parlait justement de vision, de qu'est-ce que ça veut dire voir. Et puis je suis allé chercher un peu, j'ai trouvé des textes, là j'ai mis en jaune, par exemple, comment on voit? Que voit-on? Un physicien qui voit un pot comme un fragment de matière auquel on a donné une forme, et un sauvage, entre guillemets, pour qui le pot est revêtu d'une signification magique et rituelle, voit-il la même chose? On a un objet là, et puis voilà, c'est notre interprétation qui donne un sens à cet objet. Ou encore, Anaximandre conçoit le soleil et la lune comme des trous dans des structures sombres, mais les voit-il vraiment comme tels? De même, quand Plutarque évoque le visage de la lune, s'agit-il d'un trouble visuel? On peut se demander ce qu'était la lune pour les anciens, comment elle était perçue. Voilà, donc juste des phrases piquées là par un portrait de Feyerabend, des choses qu'il a dit. Et justement, donc, la dernière fois, je parlais avec un de mes fils, et puis on discutait de la Lune. Ouais, la Lune, elle est ronde, la Terre, elle est ronde, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, ça nous semble évident. Par contre, là-dedans, ce n'est pas des faits observationnels qui nous font dire ça, mais c'est aussi la communication avec les gens, le savoir de la communauté qui nous a été transmise. Il y a plein d'autres exemples comme ça, et dans l'astronomie, il y en a beaucoup plus. On parlait de trous noirs. Alors, je vais vous faire cet exemple-là. Je vais vous guider très rapidement à travers des observations faites avec un instrument au Very Large Telescope, au Chili à nouveau, du trou noir à l'intérieur de notre galaxie, notre Voie lactée. Au centre des 200 milliards d'étoiles, on dit qu'il y a un trou noir. Mais est-ce qu'on l'a vu? Et dans tout ce que vous allez voir, on ne voit jamais le trou noir. Donc là, vous voyez par exemple, c'est une représentation graphique. Vous allez voir une étoile qui est bleue, et puis quand elle passe à cause de la gravité qui va attirer la lumière, elle va devenir rouge, et quand elle s'éloigne, elle va devenir à nouveau bleue. Ça, c'est une des observations qui ont été faites. Mais on n'a pas vu le trou noir, ça c'est juste dessiné. Ce qu'on a observé, c'est, à travers la spectroscopie, la couleur de cette étoile qui change, et à cause du changement, on peut mesurer ce changement de lumière, et on arrive à dire, waouh, l'objet qui produit cette gravité doit être vraiment massif, qu'il arrive même à changer la couleur de l'étoile. Il y en a d'autres d'exemples comme ça, toujours avec le même instrument, ils ont mesuré une étoile qui est juste en bord du trou noir, et elle tourne tellement vite, on peut calculer qu'elle est juste la dernière orbite stable. Si elle était un tout petit peu plus près du trou noir, elle tomberait dedans. Ou encore, une autre étoile qui a été observée, on sait, quand un objet tourne autour d'un autre, à cause de la gravité, ça devrait faire une ellipse. Mais à cause de la gravité et de la relativité générale, cette ellipse, elle va changer tout le temps sa direction, ce qu'on appelle une précession, et on peut déduire à travers les formules de la physique, sans voir le trou noir, qu'il doit y avoir un trou noir là autour. Sinon, ça ferait toujours la même ellipse. Et là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça, c'est les images que l'instrument a pris, donc à photographier avec très haute résolution les étoiles qui se trouvent autour du trou noir dans le centre galactique. Donc on voit différentes étoiles, et puis à différentes époques, on suit les orbites, et on voit qu'elles bougent d'une manière bizarre, qui peuvent se justifier, peuvent s'expliquer par la présence d'un trou noir. On parlait d'exoplanètes, je vais entrer un petit peu plus dans le détail après de ces techniques, mais
Là, vous voyez par exemple la technique dite des vitesses radiales, où on mesure la vitesse de l'étoile pour voir si elle varie ou pas, un peu comme fait la police. Pour les voitures, c'est la même technique pour mesurer la vitesse de l'étoile. Vous voyez sur la photo, vous voyez que la voiture elle va trop vite. Pas vraiment, on est d'accord. Donc, c'est la police qui mesure à travers un instrument de mesure qui est capable de mesurer la vitesse de la voiture, mais ce n'est pas la photo qui nous dit que la voiture va trop vite. C'est l'appareil qui nous dit, à travers de la spectroscopie, que la voiture va trop vite. Là, vous voyez un autre exemple. Une planète, ça c'est aussi une représentation graphique, une planète qui tourne autour d'une étoile. Une partie de l'étoile. C'est assez incroyable ça. Est-ce que je peux arrêter le Cisco Jabber? On essaie encore une fois. Donc, c'est une étoile. Là, vous voyez en haut le transit de Vénus. C'est une vraie image au centre. C'est le transit de Vénus, c'était quoi en 2011 quand Vénus passe devant, entre nous et le Soleil, et cache un tout petit peu de notre Soleil. Et on voit l'ombre de Vénus. C'est ce qu'on appelle une éclipse, une mini-éclipse. Pour les exoplanètes, on les appelle les transits. Ça arrive aussi avec des exoplanètes, une étoile très très distante, et la planète lui passe devant. Sauf que, comme c'est tellement loin, on n'arrive pas à les distinguer. Qu'est-ce qu'on observe? On observe l'étoile, donc la luminosité de l'étoile en bas, qui baisse un tout petit peu quand la planète lui passe devant. Donc vous ne voyez pas ça. Vous voyez le signal, vous mesurez l'intensité de la lumière, la luminosité, qui baisse un tout petit peu. Donc on le voit de manière indirecte. Ou encore, vous avez entendu parler des ondes gravitationnelles. On ne peut pas faire une photo des ondes gravitationnelles. On peut, à travers des interféromètres, des grands instruments de mesure, on peut mesurer la distance dans deux directions et à une précision juste incroyable qui correspond à un cheveu, à la taille d'un cheveu, rapporté à la distance entre ici et la prochaine étoile qui se trouve à 3 années-lumière. Okay? Ça, c'est la précision de mesure qu'ils arrivent à faire. Et ils essayent de voir si l'espace se déforme, s'il y a un des deux bras là que vous voyez à droite, se raccourcit plus que l'autre. Et ça nous dit qu'il y a des ondes gravitationnelles qui sont arrivées, sans faire d'image. Donc, je vous fais tous des exemples pour dire que voir, ce n'est pas forcément une photo. Voir, c'est acquérir des données que après on va interpréter, on va stocker, et puis on va... justement, on doit d'abord stocker, on doit les traiter normalement, c'est ce que fait notre cerveau, et à la fin, on lui donne une interprétation. Tout ça, ça fait partie du processus voir. Et la spectroscopie, c'est un des éléments importants parce que, comme disait justement Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je dirais la même chose pour la spectroscopie dans l'astronomie. On peut faire des super belles images, mais c'est à travers la spectroscopie qu'on arrive à aller à l'intérieur et à comprendre la physique des objets, et pas seulement la beauté. Parce qu'il y a bien sûr aussi l'aspect esthétique, mais si on veut comprendre un tout petit peu plus de la physique, eh bien la spectroscopie, c'est le bon outil. Alors, j'aimerais passer un tout petit peu 2 minutes sur l'histoire de la spectroscopie, parce que ça montre aussi que ce n'est pas quelque chose de... Voilà, aujourd'hui on invente la spectroscopie, il faut qu'on y entre dedans, qu'on comprenne. Et vous connaissez tous le prisme ici,
ou un prisme. Vous avez aussi des effets prismatiques, comme par exemple les arcs-en-ciel, ou le miroir de la salle de bain qui est illuminé par les lumières, et puis vous voyez un petit spectre lumineux avec toutes les couleurs, comme vous le voyez là. Eh bien, Newton, à un certain moment, il a voulu faire une expérience. C'était donc encore la fin du XVIIe siècle. Il a voulu faire une expérience. Il a dit, mais je suis curieux de voir. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais passer la lumière blanche à travers un prisme? Ok, ça se divise en toutes les différentes couleurs. Et si je prends après juste une petite partie, par exemple le rayon qui apparaît vert là, donc de ce spectre, de cette lumière, je prends juste une petite partie et je le fais passer à nouveau à travers un prisme, est-ce qu'à nouveau ça va se décomposer en différentes couleurs? Mais il fait cette expérience et il voit que non, ça reste vert. Si je prends juste la partie verte et je la décompose encore plus, ça reste vert. Donc il en conclut certaines caractéristiques de la lumière. Il fait aussi une autre expérience. Il prend tous ces rayons de toutes les couleurs et avec une lentille, il les recombine. Il les fait à nouveau fusionner, si on veut, et il voit que ça redevient blanc. Donc il comprend là que la lumière blanche, elle est composée en atomes, il les appelle, de couleurs, de différentes couleurs, qui composent la lumière blanche. Donc que la blanc, ce n'est pas une couleur, mais c'est l'effet de plusieurs couleurs ensemble, comme d'autres couleurs sont l'effet de la superposition des différentes couleurs de base qu'il définit ici en jaune, rouge, vert, etc., ce que vous voyez là. Alors, très bien, est-ce que c'est tout? Alors il y a des gens qui disent, ah, mais je ne comprends pas, est-ce que donc la lumière, ou ce qu'on appelle la lumière aujourd'hui, est-ce que ça va du rouge jusqu'au bleu, ou est-ce qu'il y a plus? Alors une chose qui est très sympathique historiquement, c'est que William Herschel, il observait le spectre du Soleil. Donc il prenait un prisme, donc c'était un petit peu plus tard, dans l'histoire, 200 ans plus tard, il prenait un prisme, il décomposait la lumière et avec l'œil, il regardait les différentes couleurs produites par le soleil une fois que ça passe à travers le prisme. Il faisait ça et puis il ressentait sur l'œil une chaleur. Quand il regardait la lumière qui était au-delà de ce qu'on appelle le rouge. Donc il ressentait une petite chaleur et dit, mais c'est bizarre, donc il y a probablement pas seulement de la lumière, il y a aussi de la chaleur dans cette lumière qui nous vient du soleil. Donc il a eu l'idée, s'il y a de la chaleur, ça doit être mesurable. Donc il a produit ce spectre et il a mis des thermomètres. Il les a mis du côté jaune, du côté rouge, et même au-delà du rouge, qu'on ne voit pas, l'infrarouge. Ça, c'était le moment où il a découvert la lumière infrarouge. On ne la voit pas avec l'œil, mais les thermomètres le voient. La même chose a fait Ritter quelques années plus tard, 2 ans plus tard, mais de l'autre côté. Il a dit, s'il y a l'infrarouge, peut-être il y a aussi quelque chose en delà du bleu, du violet. Là, mais par contre, avec les thermomètres, ça ne marchait pas. Les thermomètres mesuraient seulement du côté rouge. Et il a pris c'est quoi? Donc de la chlorure d'argent, donc le papier imbibé dans la chlorure d'argent, qui change ses caractéristiques quand on l'expose à la lumière ultraviolette. Donc il a mis du papier là, il a vu, c'était 30 ans avant la découverte des plaques photographiques argentées, mais là il avait déjà eu l'idée et il a découvert avec cette méthode la lumière ultraviolette. Donc qu'ils ont appelé respectivement Herschel parce que il a ressenti comme un effet thermique, il a appelé la radiation thermique, et Ritter a appelé de l'autre côté la radiation oxydante, parce que ça fait oxyder ce chlorure d'argent.
Et c'est comme ça que donc on a trouvé ce spectre qu'aujourd'hui on sait être la radiation électromagnétique, c'est un champ électrique et magnétique combiné, décrit par les équations de Maxwell, que j'imagine tout le monde a gravées sur son bras, parce que tout le monde doit les connaître, mais qui sont justement la base de la connaissance, si on veut, de la lumière, et donc le moyen le plus important qui transporte l'information d'autres astres, de tout l'univers vers nous. Il y a d'autres moyens, on en parlait d'ondes gravitationnelles, de particules, mais les ondes électromagnétiques, c'est un des outils les plus importants d'un astronome et d'un astrophysicien, qui sont décrits justement par ces équations de Maxwell. Le spectre électromagnétique, comme vous pouvez le voir ici, on sait aujourd'hui, à travers cette description de Maxwell, que c'est des ondes. Des fois, ça prend la forme de particules aussi, mais c'est des ondes, en tout cas, qui changent leur longueur d'onde. Donc ces ondes peuvent être à plus grande fréquence, avec des petites oscillations, donc une petite longueur d'onde, ou des oscillations électromagnétiques de plus grande longueur d'onde ou basse fréquence. D'un côté, donc là vous avez des échelles qui donnent les ondes, la longueur des ondes. Vous pouvez imaginer les ondes à la surface de l'eau. Eh bien, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux vagues. Eh bien, l'électricité ou les ondes électromagnétiques font la même chose, sauf qu'on ne les voit pas ou pas toutes. Et donc, ces échelles-là que vous voyez en bas, ça donne la taille de ces ondes. On passe de la radioastronomie, les ondes radio, les mêmes qui sont utilisées pour transporter les ondes radio de vos téléphones, de la radio, des ondes thermiques qui sont à peu près à cette échelle-là, pour aller aux rayons X ou rayons gamma, qui sont aussi des ondes électromagnétiques. Là, vous voyez le spectre visible, ce que nous, on peut voir avec l'œil, mais c'est seulement une petite partie du spectre électromagnétique. Et ce que vous voyez encore en bas, c'est que ces ondes correspondent à une énergie ou à une température. Quand vous voyez une étoile qui a l'apparence très bleue, c'est parce qu'elle est très très chaude. Alors c'est exactement le contraire des robinets à la maison. Bleu, ça veut dire extrêmement chaud en astrophysique. Parce que la lumière, quand un corps émet à haute température, ben c'est surtout la lumière bleue qui va être émise. Quand un corps est plus froid, il va émettre, comme une plaque chauffante que vous chauffez à fond, elle va être rouge. Elle est rouge parce qu'elle émet de la lumière. Ou le feu émet la lumière, mais à 500 degrés. Donc c'est moins chaud qu'une étoile de 6000 degrés ou 10 000 degrés qui va être bleue. Donc ça, c'est tous ces échelles ici. Donc, une question que Newton s'est posée, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait si on étire encore plus cette lumière? On la disperse encore plus. Il s'était déjà posé la question, mais les prismes qu'il a utilisés n'étaient juste pas assez puissants. S'il avait utilisé des prismes plus puissants pour étirer ce spectre de lumière, il aurait vu que non pas seulement le spectre peut être décomposé en couleurs, de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, mais il y a des zones, il y a des traits noirs qui vont apparaître, qu'on appelle des raies d'absorption, et qu'il n'aurait probablement pas su interpréter. Ça, c'est quelque chose sur laquelle se sont penchés bien plus tard Kirchhoff et Fraunhofer, d'autres physiciens. Ils ont pris des spectres du Soleil et ils l'ont étiré avec des prismes pour voir vraiment tous les détails. Et ils ont vu qu'il y avait plein de traits noirs, donc c'est une absence de lumière à certaines couleurs, certaines longueurs d'onde,
certaines fréquences. C'est des synonymes, hein, couleur, fréquence, longueur d'onde. Donc, ils ont dit, et puis c'est Fraunhofer qui a eu l'idée, parce qu'il faisait aussi de la spectroscopie de lampes spectrales au néon ou au fer. Il avait un laboratoire, il avait des lampes, il les allumait, et puis il analysait cette lumière, et il s'est rendu compte, par exemple, que dans le spectre ici du Soleil, il y a 2 raies d'absorption, 2 bandes noires, qu'il retrouve, je cherche juste ici, qu'il retrouvait du côté des lampes, c'est là, des lampes d'émission, donc la lumière des lampes au sodium. Donc il allumait des lampes au sodium au laboratoire, il faisait de la spectroscopie et il voyait que le sodium émettait la lumière seulement à certains endroits. Ce n'était pas tout le spectre comme ici, mais seulement 2 bandes. Et en observant le Soleil, il a vu que exactement ces 2 longueurs d'onde, ces 2 couleurs manquaient dans le spectre du Soleil. Donc il s'est dit, il doit y avoir un lien. Et il a analysé plein d'éléments chimiques, et chaque élément chimique produit son spectre, son code barre, son empreinte digitale caractéristique pour cet élément chimique. Donc vous voyez peut-être où je veux en venir, c'est que, c'est là où est arrivé Fraunhofer, il dit, mais donc si on voit l'empreinte digitale du sodium dans la lumière de l'étoile, c'est qu'il doit y avoir du sodium sur cette étoile, sur ce Soleil, quelque part dans l'atmosphère qui absorbe cette lumière. Donc il a fait le lien, et c'était vraiment le début de la spectroscopie stellaire. Oui ? Parce que je n'ai pas. Parce que je pensais qu'on voyait la souris. Oui. Mais bon, désolé, j'avais demandé un pointeur laser, mais je crois qu'on n'en a pas. Voilà. Bon, donc désolé. Mais donc là, dans le jaune, juste pour... le problème, c'est aussi les micros. Là où c'est jaune, entre le jaune et le rouge, il y a un trait noir. Et ça, c'est des bandes d'absorption, de raies d'absorption, que vous retrouvez, là, ce n'est pas les mêmes échelles, mais on retrouve aussi, justement, si on va dans le sodium, et vous retrouvez ça. Donc, en gros, tous les traits que vous voyez en haut, vous pouvez les décomposer en fonction des éléments chimiques qui sont présents dans le Soleil. Et donc, vous arrivez à faire une sorte d'analyse chimique de qu'est-ce qu'il y a dans le Soleil. Alors, comment marche un spectrographe pour analyser la lumière? J'ai vraiment schématisé au maximum le concept de spectrographe. Alors, c'est dommage que même ça ne marche pas. Hein? Oui. Bon, donc la lumière qui vient de l'espace, qui est collectée par le télescope, arrive dans l'instrument, on collimate, on le rend parallèle, on fait un faisceau parallèle, donc qui évolue de manière parallèle, pour entrer par exemple dans un prisme, mais il y a d'autres composants optiques qui peuvent disperser la lumière. Ça entre dans le prisme qui fait quoi? Qui envoie chaque couleur dans une autre direction. Donc disperse la lumière, et après, avec une autre lentille, on collecte toute la lumière qui va dans une direction, qui correspond donc à une couleur bien précise, sur un seul point. Et on obtient sur le détecteur un spectre, que je vais vous montrer après, une image d'un spectre. Ce que là je profite aussi de montrer, c'est comment se présente un spectrographe moderne. Alors déjà, peut-être un moins moderne, celui ici au milieu, c'est Elodie. Alors pourquoi Elodie est intéressante? Parce que c'est le spectrographe avec lequel Michel Mayor et Didier Queloz ont détecté la première planète extrasolaire. Il se trouve à l'Observatoire de Haute-Provence, avec le schéma optique
typique pour décrire comment fonctionne ce spectrographe. Et là, un autre spectrographe qui est ARPS, qui se trouve au Chili, cette fois-ci, qui est aujourd'hui encore un des instruments pour la détection des exoplanètes les plus précis au monde et qui a été construit dans notre département sous justement la gestion de Michel Mayor, qui était un peu le père de cette technique bien spécifique, qui est toujours le père de cette technique spécifique. Ça, c'est ce qu'on verrait sur le détecteur. Le détecteur, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qui se trouve dans votre caméra photonumérique. Il y a un petit chip qui est capable, avec plein de pixels, qui est capable de relever la lumière, de mesurer la lumière. Alors, ce chip-là est capable de détecter les couleurs. Des détecteurs de très très haute qualité scientifiques qu'on utilise en astronomie sont aveugles à la couleur. On va juste mesurer l'intensité. Donc vous ne verrez pas les couleurs, vous verrez seulement de la lumière, si vous voulez, blanche distribuée sur le détecteur. Et vous voyez des traits noirs partout, ça c'est les fameuses raies d'absorption. Ce que va faire l'astrophysicien, c'est que va extraire de cette image l'information pour en produire un spectre qui est en gros une séquence de nombres qui vous donne à quelle couleur, à quelle longueur d'onde on a combien de lumière. Et ça, c'est ce qui équivaut après au code barre qu'on va analyser pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce spectre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Là, vous voyez à nouveau un spectre qu'on a mesuré avec un de nos instruments. En haut à droite, c'est tout le spectre visible. Cette fois-ci, je n'ai pas mis les couleurs, j'ai juste mis la longueur d'onde qui correspond aux couleurs du visible. Donc cette fois-ci, on entre, si vous voulez, dans le monde des astrophysiciens. On oublie les couleurs, ça nous intéresse relativement. On veut savoir quelle est la fréquence ou la longueur d'onde et on va mesurer dans cet espace-là, quels sont les éléments chimiques. J'ai fait des zooms aussi là-dessus pour voir comment ça se présente s'il étire un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Ça, c'est un spectre stellaire. Il y a des quantités d'informations énormes là-dedans. Il y a des milliers de raies, chacune avec une profondeur différente. Donc, on peut commencer à étudier les conditions physiques, quelle est la température sur l'étoile, quelle est la pression, quelle est la gravité à la surface. Est-ce que c'est comme sur la Terre ou c'est beaucoup plus... on serait beaucoup plus lourd. On peut étudier la composition chimique. Est-ce qu'il y a de l'hydrogène, de l'hélium, du fer? Justement, on parlait de sodium. Il y a du sodium dans l'atmosphère de notre Soleil. Et tout ça. Mais on peut aussi comprendre la cinématique. Est-ce que la surface bouge? Est-ce que le Soleil tourne? Tout ça, on peut le voir dans le spectre. Ou encore, qu'est-ce que va faire l'étoile à travers sa vie? Donc l'évolution, parce qu'une étoile, le Soleil, ce n'est pas un objet rigide, il y a des taches qui apparaissent, il y a une évolution, il y a les cycles magnétiques et tout ce genre. Donc ça, c'est une mine d'or d'informations que, couplée avec la théorie, la physique et les simulations, nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile. La même chose, vous pouvez le faire avec les galaxies. Les galaxies, c'est un ensemble d'étoiles, des milliards d'étoiles, et ils ont un spectre différent. Par exemple, on trouve des raies d'émission, cette fois-ci, donc la lumière qui est émise à certaines longueurs d'onde dans les galaxies, qui nous permettent de faire quoi? Par exemple, en comparant ces raies d'émission avec des lampes spectrales qu'on connaît au laboratoire, on se rend compte qu'elles n'ont pas la couleur qu'on s'attend. Pourquoi? Parce que la vitesse de la galaxie nous déplace la couleur de ces raies. Donc on peut, à travers ce que vous connaissez être le redshift ou l'effet Doppler peut-être, nous donne une indication de la vitesse de la galaxie. Et on peut commencer à mesurer l'expansion
de la galaxie, ou de l'univers, pardon, en mesurant les vitesses des différentes galaxies. Là, j'ai piqué un transparent à mon collègue, que je ne vais pas me dépenser ou me laisser trop porter par ce graphique, mais pour montrer qu'avec la spectroscopie, on peut aller vraiment très loin dans l'histoire de l'univers et comprendre les origines de l'univers. À nouveau, la composition, l'évolution et la physique qu'on avait en tout début de l'univers. Oui, je vais sauter ça pour arriver à... Oui, alors peut-être quand même. Là, vous voyez un spectre, à nouveau, d'une galaxie très lointaine, et donc avec des raies d'absorption, parce que c'est produit par du gaz et des nuages de poussière et de gaz qui se trouvent entre la galaxie qui se trouve à des milliards d'années-lumière de chez nous et nous. C'est absorbé et on voit un spectre. Ces raies, à nouveau, sont décalées parce que la galaxie, elle bouge par rapport à nous, avec une très grande vitesse. Imaginez-nous, avez-vous entendu parler du fait que notre galaxie est en expansion? Donc ça veut dire que non pas seulement elle devient plus grande, mais en plus cette expansion-là, elle s'accélère. Mais comment on peut savoir ça? Il y a différentes méthodes. Mais une méthode serait d'aller regarder une galaxie lointaine à des milliards d'années, attendre quelques années et remesurer le spectre. Et si ce spectre s'est décalé un peu, on sait que la vitesse entre nous et cette galaxie a changé avec le temps. Et si la vitesse a augmenté, on sait que l'univers est en expansion et s'accélère. Sinon, peut-être, il est en expansion, mais ça décélère, ça se ralentit. J'aimerais finir les 5 minutes, je peux encore, sur les exoplanètes, revenir à nouveau sur les exoplanètes. Parce que c'est vraiment là où on voit d'une manière assez remarquable la méthode indirecte. Donc là, par exemple, l'étoile au milieu, la planète qui tourne autour, que vous ne voyez pas normalement, pour les raisons que j'ai expliquées avant. Donc, comme on va faire, on va voir l'effet de la planète sur l'étoile et on observe l'étoile. Par exemple, en regardant sa vitesse. Et on regarde si la vitesse de l'étoile bouge avec le temps. Si l'étoile elle est toute seule dans l'espace, elle va bouger toujours à la même vitesse. Mais s'il y a une planète qui tourne autour, par la gravité, ça va la faire bouger. Ou alors par les méthodes des transits, ou par la méthode de l'astrométrie, où on regarde cette fois-ci la position de l'étoile dans le ciel qui va bouger si il y a une planète autour. Donc il y a ces méthodes indirectes, et donc je vais peut-être juste encore la répéter ici. Donc on observe l'étoile et on regarde à travers l'effet que je vous ai montré avant, à travers la spectroscopie, on regarde si ce spectre se décale et on peut mesurer la vitesse de l'étoile. Là, vous voyez le spectre qui se décale avec le temps et la vitesse à laquelle ça bouge. Je ne sais pas si c'est tout clair. Alors, je vais faire une petite expérience. Voilà. Vous pouvez peut-être fermer les yeux et me dire ce que vous entendez. Est-ce que vous avez entendu la différence entre le moment où je bougeais et le moment? Qu'est-ce qui se passait quand je bougeais? Le son est devenu plus aigu et moins aigu, plus aigu et moins aigu. Exactement la même chose se passe avec la lumière. On appelle ça l'effet Doppler. Là, vous avez vu avec les oreilles. Okay? Quand on cherche une exoplanète,
on voit avec la spectroscopie. On regarde ou on entend la lumière qui bouge sa fréquence ou sa couleur. C'est la même chose. Et en fonction de cette oscillation que vous avez entendue, on arrive à dire avec quelle période la planète tourne autour de l'étoile. On peut dire directement combien dure une année sur cette planète. Okay? C'est exactement le même effet. C'est la seule différence, c'est qu'au lieu de voir avec les oreilles, ou entendre dans ce cas, vous voyez à travers un spectrographe. Il y a encore une autre... j'ai parlé avant des transits, j'avais déjà expliqué ça, mais on peut combiner les transits avec la spectroscopie. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder une planète qui passe devant son étoile, mais à différentes couleurs. Pourquoi c'est intéressant? Parce que s'il y a du sodium, je parlais avant du sodium, dans l'atmosphère de cette planète, le sodium va absorber la lumière. Là où il y avait ces traits que je vous ai montrés avant, ces traits noirs, parce que ça absorbe la lumière. Donc l'étoile, la planète qui passe devant, va apparaître plus grande si on l'observe à la couleur du sodium. Et on peut faire de la spectroscopie, on peut dire en fonction de quelle taille prend la planète, on peut dire s'il y a beaucoup de sodium dans l'atmosphère, s'il y a beaucoup d'oxygène, s'il y a beaucoup ou peu d'azote et d'autres éléments chimiques. Et on peut faire une analyse chimique de l'atmosphère de la planète. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive déjà à faire aujourd'hui avec les instruments les plus précis. Un exemple, peut-être vous avez entendu dans la presse, parce que c'est quand même un objet exceptionnel. C'est un de nos collègues qui, avec l'instrument qu'on vient de construire, qui est aujourd'hui le plus précis au monde, on est arrivé à faire de la spectroscopie d'une planète qui passe devant l'étoile et à voir que d'un côté, il y a du fer en évaporation, parce qu'il fait 2500 degrés. Donc on voit le fer qui est évaporé dans l'atmosphère. Et quand la planète tourne de l'autre côté, on ne voit plus de fer dans l'atmosphère. Donc il y a un côté nuit où il fait plus froid, seulement 1500 degrés, où il n'y a pas de fer dans l'atmosphère. Et de l'autre côté, il fait très chaud, où le fer est évaporé. Et au terminateur, entre le jour et la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il pleut du fer. C'est une planète où il pleut du fer. Il y a une pluie de fer. Pardon? Il faut avoir un bon... Il faut avoir un parapluie en une matière amiante, par exemple. Voilà. Donc, je finis là-dessus parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. On peut s'intéresser à la question de la vie sur les exoplanètes. Et à nouveau, c'est illusoire de penser qu'on va voir très bientôt une planète où on voit la surface, où on voit des continents, où on pourrait peut-être même voir des villes ou des choses comme ça. Techniquement, on est très loin de ce moment-là. Mais il y a des méthodes indirectes, comme celle que je vous ai montrée avant, à travers la spectroscopie. Au lieu de détecter du fer, vous pouvez imaginer de détecter des biotraceurs. Par exemple, l'oxygène pour un être un, parce que sur la Terre, sans la vie, il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère. On sait aujourd'hui que ce n'est pas 100% une garantie, mais c'est un exemple. Donc, si on arrivait à détecter de l'oxygène dans des autres planètes, on pourrait peut-être commencer à réfléchir à la présence de vie sur cette planète-là. Donc, il y a un des collègues qui, là, vous voyez, des raies d'absorption du CO2, puis il y a l'ozone, il y a l'eau. Ça, c'est typiquement un spectre de la Terre. Ça, c'est un spectre de Vénus. Ça, c'est un spectre de Mars. Ils sont différents. Donc, vous pouvez, en faisant une analyse spectroscopique, dire qu'est-ce qu'il y a sur cette planète, dans l'atmosphère de cette planète. C'est quelque chose qu'essaye de faire un collègue à moi, et construire un instrument qui fait de la spectroscopie encore plus précise de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui,
pour détecter, là vous voyez des spectres simulés cette fois-ci, parce qu'on n'a pas réussi encore à les mesurer sur d'autres exoplanètes, de l'oxygène, pour voir si on peut détecter l'oxygène sur ces planètes-là. Vous pouvez l'imaginer, ça nécessite beaucoup de lumière pour voir des signaux très très petits. Et pour ça, il faut des télescopes géants. Ça, c'est un projet pour le télescope géant, donc l'Extremely Large Telescope de l'ESO, qui est en train de se construire aujourd'hui. C'est un télescope de 39 mètres. Ça veut dire que le miroir du télescope fait pratiquement le double de cette salle. Okay, juste. Et le bâtiment que vous voyez là derrière, il fait la moitié de la tour Eiffel et pourrait englober pratiquement la taille de Unimile ici. Donc, c'est des instruments énormes sur des télescopes énormes, techniquement très très difficiles. Et c'est, je dirais, grâce au fait que les différents pays européens se sont mis ensemble dans différents cas, dans le spatial, mais aussi dans l'astronomie, la European Southern Observatory, on forme des consortia pour construire ces instruments, pour pouvoir aller encore plus loin et pour arriver justement aux limites de ce qu'on fait aujourd'hui et aller au-delà de ces limites-là, et pour avoir un investissement d'aujourd'hui, pour avoir un retour scientifique d'ici 5-10 ans, quand ces instruments vont être construits et être opérationnels. Et je finis par ça parce que je l'ai retrouvé par hasard en cherchant un peu de slides dans mon ordinateur, cette magnifique vignette de Mix et Remix, où il s'agissait de voter si on voulait entrer dans l'espace européen, voilà, où la Suisse participe. Je pense que c'est vrai, la Suisse participe à ces magnifiques projets, Genève participe, mais bon, surtout dans ces temps-là, il faut faire attention à ne pas perdre peut-être des occasions uniques, parce que, vous savez, les programmes européens de la science, mais aussi il y a plein d'autres collaborations avec l'Europe qui sont arrêtées pour des raisons que personnellement, moi, je ne comprends pas trop, certainement de bonnes raisons, mais ça met en péril vraiment la collaboration scientifique et je dirais le progrès tout court. Et je m'arrêterai là. Et voilà, je vous remercie pour l'attention. Merci à toi, Francesco. Comme d'habitude, 5 minutes de pause, 5 bonnes minutes, et nous reprenons. Okay. Bien, nous reprenons deuxième partie de notre séance, et c'est pour tout de suite laisser la parole à mon collègue, le professeur Jean-Daniel Mackie. Oui, écoute, merci beaucoup. Oui, ah oui, tu ne peux pas le quitter. Voilà, voilà. J'aurais dû faire avant. Merci beaucoup pour cet exposé complètement fascinant, parce que c'est vrai que je me suis souvent demandé comment ils faisaient pour détecter ces exoplanètes. On en parle tout le temps. Et puis, au fond, quelles sont les bases théoriques? Oui. Il n'est pas assez. Voilà. Oui, non. Alors, donc, je me suis toujours demandé, au fond, comment c'était possible de détecter ces exoplanètes d'un point de vue strictement théorique. Et puis là, je trouve que tu éclaires bien le sujet. On comprend. C'est un exposé tout à fait intéressant parce que tu as vraiment su, je trouve, vulgariser ça. On comprend assez bien maintenant. Enfin, on comprend mieux. J'ai gardé quelques questions où je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais il y a d'abord une question un petit peu comme ça, presque méta, si tu veux. Au fond, ce que je conclus de ton exposé, d'une certaine manière, c'est que vous acquérez des données par des moyens, des capteurs, etc. Donc, vous mesurez de la lumière, vous obtenez des données, et puis derrière ça, il y a des cerveaux qui interprètent les données. Ça, je pense que tu l'as assez bien montré. Au fond, l'œil humain, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, probablement, quand on... Ça n'a rien à voir avec les étoiles, mais enfin là, je vois une salle avec des gens.
si je n'avais aucune culture, si je connaissais personne, ben je ne reconnaîtrais rien, ce serait une sorte de flou total. C'est parce que j'ai le bagage culturel qui fait que je connais quelques personnes dans cette salle, que je sais ce qu'est une table, ce que c'est une chaise, et donc j'ai une espèce de bagage comme ça qui me permet d'interpréter le réel d'une certaine manière. Donc au fond, vous faites un petit peu la même chose que ce que on fait tous tout le temps. Mais évidemment, ça fait un peu rebondir la question parce que nous, dans nos perceptions, on n'est jamais vraiment sûr qu'on perçoit tous les choses, comme tu le disais très bien. Est-ce qu'on perçoit tous la même chose quand on voit? Certaines, probablement pas, en fait. Enfin, disons, en tout cas, pas tout à fait la même chose. C'est un peu une illusion de penser que le fait de voir reproduit le réel. C'est l'illusion de notre cerveau. Je ne sais pas si c'est une illusion, mais c'est une représentation. Ouais. C'est justement je n'ai pas développé ça, mais cette question de réalité objective, ou vérité objective et vérité subjective. Ouais. Parce que à un certain moment, on doit interpréter avec nos moyens à nous. Et donc, il y a forcément une phase subjective. Donc, ça c'était une des questions justement, est-ce que la vérité objective existe tout court? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vu exactement de la même manière par tout le monde? Et ça, alors justement, c'est toute une discussion de Feyerabend. Moi, j'étais fasciné quand je l'entendais, parce que, voilà, tout simplement, il dit, ça n'existe pas. Okay? Après, une possibilité, c'est de dire, il y a un être supérieur qui, lui ou elle, a la vérité objective. Et cet être supérieur connaît toute la vérité. Mais bon, comme nous, on est obligé d'interpréter, nous, on aura toujours et seulement la vérité relative à nous. Et moi, je trouve que on peut pousser à l'extrême dans tous les côtés, mais tu disais, est-ce qu'on n'est jamais sûr de ce... Moi, je le vois même dans un échange d'emails. Vous envoyez un email, vous êtes un peu fâché, ou vous recevez un email, et puis vous lisez le mail, et en réalité, ça dépend de comment vous le lisez, encore plus de comment l'autre l'a écrit. Et puis, des fois, un mot, ou si on ne connaît pas la personne, la même phrase va être interprétée d'une manière totalement différente. Donc ça commence, vous voyez, mais tu as raison. Nous, dans l'astrophysique, on fait ce que fait l'œil au niveau du corps. L'œil, justement pas seulement l'œil. Le cerveau derrière l'œil. Il y a déjà la lumière qui doit nous parvenir, qui ne dépend pas de l'œil. Donc l'œil ne peut que recevoir, est passif dans l'histoire. Ça n'a pas toujours été comme ça. On n'a pas toujours su que le regard, la vue était quelque chose de passif. Donc on doit déjà le recevoir, on doit regarder les yeux ouverts. Il y a une transformation optique ça va sur la rétine, c'est transformé chimiquement, il y a des signaux électriques qui partent, qui doivent être enregistrés quelque part dans le cerveau, doivent être traités et peut-être changés et transformés. Voilà. Nous, on fait exactement toutes ces étapes avec un télescope, avec un instrument, avec l'électronique, avec l'analyse des données, le stockage des données, et l'interprétation par les scientifiques. C'est exactement la même chose. Puis je me demande, vous avez aussi des débats d'interprétation? Bien. Absolument. Absolument. Oui, parce que disons, en t'entendant, on se dit, ouais, ils sont quand même forts. Hein. Nous, on est tout le temps en train d'interpréter. Personne n'est jamais d'accord. En sciences bibliques, c'est typique. Hein, donc, est-ce que vous avez ce genre de débat où il y a une espèce de consensus de fond sur plein de choses? Alors, on est obligé de se mettre d'accord au moins sur des choses qui nous paraissent évidentes. Donc, on peut pas toujours reconstruire tout à partir du... Oui, mais qu'est-ce que c'est un photon? Mais qu'est-ce que...
on est obligé de partir. Donc, et cette base, ce socle, il grandit. Il grandit. La physique relativiste de Galilée ou le Newton, etc. Donc, on grandit, on construit là-dessus. Et donc, normalement, on essaye d'expliquer et d'interpréter tout avec ce socle de connaissances qui est généralement accepté. Mais par contre, c'est là où on voit les génies, parce qu'à un moment où on pense qu'on arrive à expliquer tout, eh bien, il y a quelqu'un qui dit « mais là, il y a un truc qui cloche » et qui vous invente la physique relativiste, la relativité générale ou la physique quantique pour expliquer des phénomènes autres. Puis du coup, vous devez revoir tout. Ou Michel Mayor qui arrive à un moment où tout le monde disait « oui, mais bon, dans notre système solaire, Jupiter, beaucoup plus grand que la Terre, Jupiter est à 5 fois la distance Terre-Soleil. Donc, si on fait un calcul, c'est normal que ce soit comme ça, parce qu'une planète aussi grande ne peut pas exister plus près de l'étoile, parce qu'il n'y a pas assez de matière pour la former. Donc, c'est normal qu'elle soit à 5 fois la distance Terre-Lune. Donc, on ne va même pas chercher des planètes comme Jupiter tout près de l'étoile. Et il y a Michel Mayor qui arrive, qui dit « Attends, laissez-nous quand même regarder ». Il regarde, qu'est-ce qu'il trouve ? Un gros Jupiter qui est tout près de son étoile. Personne ne s'attendait à ça. Et je dirais que c'est ça, et c'est ça qui mérite le prix Nobel. C'est d'avoir fait quelque chose que d'autres personnes n'auraient pas fait. Parce que oui, bon, on est tous d'accord. Mais la science, elle vit aussi justement du scepticisme, du sens critique. Et pour répondre juste encore, on présente ce qu'on pense être des résultats établis, mais ça ne veut pas dire qu'il nous arrive de manière aussi claire que ça. Il y a toute une discussion, un débat scientifique avant qu'on ose montrer des résultats, dire voilà, on pense que c'est comme ça. Et alors, on passera aussi à la salle, mais j'ai encore juste une ou deux petites questions, mais c'est plus de compréhension. Avec l'histoire des transits, tu vois, de planètes, je me suis toujours demandé, au fond, vous avez un signal de couleur de l'étoile, enfin de la lumière de l'étoile, tout d'un coup il change, très momentanément, et puis hop. Comment vous êtes sûr que c'est une planète et puis que c'est pas une mouche qui passe devant le télescope ou bien un événement qui se produit entre nous et le Soleil en question ou l'étoile en question, à un autre endroit, disons, d'une certaine manière. Vous avez des moyens de distinguer ça ? Alors, il y avait une histoire qui circule d'un fameux astronome qui avait détecté du soufre, l'élément chimique donc, dans l'atmosphère d'une étoile bien particulière. Et puis, il a répété l'observation. Mais des fois, en début de nuit, c'était là, et puis les observés, c'était pas là, et on ne comprenait pas. Donc il était presque en train de publier, écrire le papier pour dire ouais, une étoile avec du soufre. Comme ça, on voit jusqu'au moment où ils se sont aperçus que c'était l'opérateur du télescope qui allait tous les jours à la même heure s'allumer. Une clope. Voilà. Donc ça existe. Ça existe. Il y a des histoires plus ou moins drôles, et il faut toujours se méfier des explications trop jolies pour être vraies. Alors, moi, je suis plutôt un instrumentaliste, donc on construit un instrument qui déjà est très... Et si ça marche du premier coup, du coup, je me méfie vraiment comme la peste. C'est pas possible. Souvent, il y a un truc qui cloche. Voilà. Donc, il faut avoir, je crois... donc, il y a ces effets-là. Dans le cas concret des transits, je pense que c'est plus simple. Une mouche, elle n'apparaît pas avec la précision d'une montre, comme tous les 32,76 jours devant le télescope. Si c'est, je sais pas, un autre objet, une astéroïde qui est passé par hasard devant, eh bien, ça produit un autre signal, mais surtout, ce n'est pas périodique.
il pourrait avoir, mais il y a des faux positifs, ce qu'on appelle faux positifs. Par exemple, au lieu d'être une petite planète qui tourne autour, c'est une autre étoile, donc une étoile binaire, qui tourne autour de la première. Et ce qui se fait, c'est qu'elle ne cache pas toute l'étoile quand elle passe devant, mais elle s'en peut inclinée comme ça. Elle cache juste une petite partie de l'autre étoile quand on lui passe devant. Et ça peut simuler la même chose qu'une planète. Donc là, il y a d'autres tests qu'on fait par spectroscopie, surtout par spectroscopie, mais par analyse de la courbe de lumière, la forme, et on arrive à exclure l'un après l'autre des possibles faux positifs, faux amis. Pour ces transits, j'aimerais quand même aller dans l'autre sens, parce que c'était un des facteurs qui ont convaincu la communauté que Michel Mayor et Didier Queloz avaient effectivement trouvé une planète. Parce que jusqu'en 2000, il y avait 30% de la communauté dit non, mais ça c'est d'autres effets stellaires, comme ça, ce n'est pas des planètes, ce que vous avez trouvé par la méthode des vitesses radiales. Jusqu'au moment où une de ces planètes-là a été observée aussi en transit. Donc, par hasard, cette planète avait la bonne inclinaison orbitale. Un de nos collègues l'a observée en transit et a vu passer, on a vu le signal qui correspond à la planète qui passe devant l'étoile. Alors, si on a des vitesses radiales qui montrent qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'étoile, plus le transit, et en plus, les données correspondent, il faut vraiment d'énormes coïncidences que ce ne soit pas vrai. Et de ces planètes-là, maintenant, on en a des centaines. Donc, on arrive à dire avec certitude scientifique, qui n'est pas forcément absolue, mais on a toutes les preuves pour dire c'est des planètes. Et puis, juste encore une chose, j'imagine que tu disais aussi que vous arriviez à connaître la composition de la planète, ou disons, plutôt de son atmosphère. On est d'accord que la planète, si elle émet rien, on ne peut pas savoir si c'est du fer, du bronze, ou je ne sais quoi. Oui, je ne l'ai pas dit, mais on peut. On peut On peut, c'est toujours à la limite entre savoir et spéculer, parce qu'on a la quantité de données ou paramètres qu'on peut investiguer, elle n'est pas infinie, on a des moyens limités en termes de quantité de lumière. Mais pour ces questions de densité ou de composition de la planète, il y a quand même un truc. On peut peser la planète en mesurant les vitesses radiales, parce que plus la planète est massive, plus elle va tirer fort sur l'étoile. Donc elle va la faire bouger plus. Donc on peut peser la planète. Et en même temps, on peut mesurer son diamètre avec les transits. Parce que quand la planète est grande, elle occulte beaucoup de lumière. Si elle est petite, elle occulte moins de lumière de l'étoile. Donc on peut mesurer directement son rayon. On mesure sa masse. On mesure son rayon. M divisé par R cube, ça fait la densité. On sait quelle est la densité. Eh bien, quand vous avez un bloc dans les mains qui fait la même taille, vous arrivez à dire, oh, est-ce que c'est du plomb, est-ce que c'est du polystyrène, etc. C'est la même chose en fait nous. On peut mesurer la densité et on peut dire, ça doit être plutôt rocheux, plutôt du fer, plutôt de l'eau, plutôt du gaz. On arrive à distinguer ces catégories. Après, il y a une marge d'erreur parce qu'on suppose, par exemple, qu'une planète rocheuse comme la nôtre est composée de silicates et de fer surtout. Après, s'il y a une planète faite de diamants, on ne peut pas la distinguer. Voilà. Donc, parce qu'on ne sait pas. Donc, on doit quand même partir de ce qu'on connaît, et avec ce qu'on mesure, on arrive à spéculer sur la composition. Donc, on peut regarder aussi à l'intérieur. Oui. C'est fou. Mais une dernière chose, après je laisse la parole à la... Si on peut revenir au dia sur Mars, là. Ah, pas sur Mars? Oui, celui-là. Ah, on voit les trois. Voilà. Parce que, donc ça, c'est le problème de savoir s'il y a de la vie. Hein. Donc on voit que sur la Terre, on pense qu'il y en a. Hein.
Peut-être. La vie, c'est sûr. Est-ce qu'il y a de la vie intelligente? Ouais, c'est un autre problème. Et puis, donc, le O3, c'est le O3 Oui, signe c'est de la l'ozone. vie. Oui. Ouais. Non, Et puis, ça pourrait, attention, à nouveau, montrer comme ça, on a l'impression, je ne veux pas faire comme au téléjournal, où Oui, on vous montre une image, Oui, on se dit. et puis on vous fait croire quelque chose, mais non. Alors, c'est juste des spectres qui vous montrent la différence. Après, utiliser ça pour dire c'est une Terre ou c'est plutôt une planète comme Mars, ben, là, il y a de l'interprétation et il y a de la spéculation parce qu'on ne sait pas s'il y a d'autres types de planètes ou d'autres compositions qui peuvent produire le même spectre. Ouais. Et on ne sait pas, on ne peut pas démontrer que l'ozone existe seulement s'il y a de la vie. Ouais. Donc c'est un pas supplémentaire, mais ce n'était pas ça la question. Non, mais je me disais, est-ce que le petit ici, est-ce que ça a l'air de signer sur Mars quand même trop de zones ou bien? Est-ce que ça permet de se demander s'il n'y a pas eu de la vie, ou si ça pourrait pas être... Parce que ça dépend de combien il y en a aussi. Alors, est-ce qu'on a des chances d'en trouver? C'est une bonne question. Là, je dirais, moi je ne suis pas un expert de Mars et je ne sais pas s'il y a des traces de zones, mais je ne pense pas. Donc je pense que c'est plutôt la qualité du spectre, des erreurs de mesure. Donc même ça, donc avant d'interpréter, etc., il faut déjà analyser si ce qu'on a mesuré n'est pas affecté par des erreurs de mesure. Donc là, je dirais, si tu me posais la question comme ça, je dis, attends, avant d'interpréter, allons vérifier si ça c'est un vrai signal ou pas. Ouais. Bon, je crois que pour moi, ça ira. J'ai tant d'autres questions, mais... Oui, je ne sais pas comment... s'il y a... Le moment est venu. Pour le public, je vois une question. Bonjour, moi j'avais une question sur... si je comprends bien, quand on observe l'espace, on observe essentiellement le passé, et je me demandais si d'une quelconque manière ce fait intervient dans l'interprétation des données ou la réflexion qui découle de ce qu'on observe. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la question. Quand on observe des vitesses, on observe... Quand on observe l'espace depuis la Terre, on regarde le passé, non? Oui. Donc, est-ce que ça entre en compte dans les réflexions ou les conclusions qu'on tire de ce qu'on observe d'une quelconque manière? Ça dépend. Quand on observe loin, par exemple, si on s'intéresse à la cosmologie, l'histoire de l'univers, ça entre en compte directement. C'est parce que le temps est un des paramètres, est un des axes, et donc on veut savoir à quelle distance on observe, à quel âge de l'univers on observe, pour en tirer après, pour en dire des choses. Ça, c'est beaucoup moins important, par exemple, pour les exoplanètes, où on regarde notre voisinage en termes de la taille de l'univers. On regarde à quelques années-lumière, on regarde à l'intérieur de notre Voie lactée, de notre galaxie. Donc c'est notre voisinage. On s'intéresse moins à la distance et à l'âge de l'objet qui est en train de regarder à travers la mesure de sa vitesse relative. Aussi parce qu'on est dominé par d'autres vitesses, si on veut. La vitesse de l'étoile propre au mouvement local ne nous dit rien sur sa distance. Donc, si vous voulez, cette analyse historique de regarder dans le passé s'applique à l'univers à grande échelle. Pour l'univers autour de nous, on s'intéresse à l'âge, mais pour l'objet en question. Cet objet à quel âge? Mais là, il faut d'autres méthodes pour déterminer l'âge. L'âge d'une étoile, ça, on ne peut pas la mesurer directement. Oui. Est-ce que le fait que potentiellement l'univers était différent à ce moment-là fait que vous allez interpréter les données différemment?
Est-ce que ça, vous le prenez en compte? Oui, alors à nouveau, pour l'univers à grande échelle, oui, on doit en tenir compte parce que ça fait partie de la mesure. Pour ce qui se passe localement, le fait de savoir que cette étoile qui se trouve à 3 années-lumière, on l'observe telle qu'elle était il y a 3 ans, du point de vue de l'astrophysique, ce n'est pas très important. Ça ne donne pas d'informations. Alors voilà, il y a juste, on est décalé, mais c'est tout. Donc il n'y a pas de signification physique derrière ça. Et voilà. Après, il y a un aspect philosophique de savoir on regarde dans le passé. Et puis ça dépend de la distance, bien sûr. C'est presque philosophique, mais pas au niveau du contenu astrophysique. Là, il y a moins d'importance. Je voudrais te poser une question de béotien. L'univers est observé à partir de la lumière, en fonction de la lumière, et avec des télescopes. Ça, c'est les yeux. Alors, observer l'univers avec l'odorat, avec le goût, avec le toucher, il n'y a pas beaucoup d'espérance. Mais est-ce qu'il y a des possibilités du côté de l'ouïe? Alors, non. De l'ouïe. La réponse est, je dirais clairement non. Par contre, comme j'ai démontré au début, il n'y a pas seulement la lumière, il n'y a pas seulement les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, en astrophysique, on parle de plus en plus d'astrophysique multimessager. Par exemple, il y a des particules qui nous parviennent de l'espace, du Soleil, ou des objets qui émettent des événements à très haute énergie qui nous envoient des vagues de particules de différents types avec lesquelles qui transportent aussi de l'information. Donc déjà, qu'est-ce que c'est comme particule? Quelle est son énergie? De quelle direction ça vient? Et donc on peut apprendre beaucoup à travers les astroparticules. L'autre moyen, c'est les ondes gravitationnelles. Ce n'est pas de la lumière. C'est des ondes, mais c'est des ondes gravitationnelles, pas électromagnétiques. Et donc ça, c'est une autre manière de voir. Mais les ondes acoustiques, elles ne sont pas transmises dans le vide. Donc les ondes acoustiques ne comptent pas parmi ces moyens d'analyse. Donc finalement, Blaise Pascal, en disant que le silence éternel de ces espaces infinis l'effrayait, n'avait pas tort. Du coup, de ce côté-là, c'est bien le silence. Heureusement, on peut voir. Mais alors, il y a une deuxième question que je me posais en t'écoutant et en rapportant au cours sur Galilée et Newton, où on voyait Galilée travailler à établir le premier télescope avec d'autres, et puis travailler dans leurs ateliers. Et ce sont quelques individus qui travaillaient. Tout ça ne coûtait pas bien cher. Et on voit monter de prodigieux dispositifs qui permettent d'explorer le fin fond de l'univers, mais avec des prix qui explosent. Est-ce que tu as des craintes du côté de la possibilité de continuer à cause de ce coût exponentiel? Des questions qu'on peut poser pour beaucoup de domaines de la technique, y compris la médecine. Mais là, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, question qui s'ajoute à celle-là, question corollaire. N'y a-t-il pas actuellement une concurrence entre le désir d'aller explorer, peut-être en vue d'exploiter, ce qui est interne au système solaire et du coup des fonds considérables qui pourraient y être attribués? Est-ce qu'il y aura concurrence entre les efforts pour scruter l'univers lointain dans son entièreté, ou du moins à aller dans son immensité, et ces efforts concentrés sur le système solaire, voyage sur Mars, etc. Donc voilà les deux questions. Oui, alors, il y a plusieurs questions dans la question. Il y en a au moins deux. Déjà, l'explosion des coûts, je crois qu'il n'y a aucun risque dans le sens que les fonds sont limités. Disons, comment dire,
Ce n'est pas nous qui décidons combien d'argent on va investir pour la recherche. Donc il y a un frein qui est presque qui est extérieur, qui est imposé par des choix de société et tout ça. Donc ça va limiter, ça va donner un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre-là, on doit choisir dans quelle direction on investit. Ces moyens qui sont finis, ils ne sont pas infinis les moyens. Donc on doit mettre des priorités. Et c'est clair que en fonction de à qui on pose la question, les priorités peuvent être différentes. Moi, je crois que l'exploration du système solaire, elle est aussi intéressante que l'exploration de l'espace à travers l'astronomie. Est-ce que dire c'est plus intéressant, plus important, ça c'est dangereux, parce qu'on donne un jugement de valeur, enfin un jugement de valeur même avant de savoir de ce qu'on va trouver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire important ? Est-ce que la compréhension, le fait de comprendre quelque chose, qu'on peut attacher une valeur à la compréhension tout simplement. Donc, je ne sais pas si, tu vois, c'est quand même une question relativement large dans laquelle se cachent des perspectives de ce qu'on espère trouver, de la question de curiosité, qu'est-ce qui intéresse le chercheur ou la chercheure en question, mais aussi quels sont les intérêts de la société, lesquels aspects qui intéressent le plus, mais là derrière se cache aussi une manière de vendre, à nouveau entre guillemets, ou de présenter, parce que des fois, on peut faire croire que quelque chose est beaucoup plus intéressant que quelqu'un d'autre parce qu'on a mieux vendu. Donc, c'est difficile. Le problème du spatial, comparé à l'astronomie, depuis le sol, est que le spatial est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et on parle d'un facteur 100 à 1000 pour faire les mêmes choses. Alors, il y a des choses qui ne sont pas faisables depuis la Terre, hein, donc on est obligé d'aller dans l'espace. Mais on investit des ressources qui sont 100 fois à 1000 fois plus importantes pour aller dans l'espace. Je fais un exemple. Vous avez peut-être entendu parler du James Webb Space Telescope, qui va être lancé en décembre. Oui, et d'ailleurs sur le site de Un ciel ouvert, si vous allez sur le site, sur la faculté, le site, il y aura dans quelques semaines un éditorial de Trinh Xuan Tuan, qui parlait la semaine dernière, sur l'ouverture, l'inauguration de cet extraordinaire télescope. Ouais. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est un projet magnifique et je suis convaincu que le James Webb Space Telescope va avoir un peu le même impact que le Hubble Space Telescope, où je me souviens au début, quand il avait été lancé, il y avait ces problèmes d'optique et on voyait des caricatures où on voyait la Lune, Jupiter, tout déformé, et on voyait le taxpayer qui était aussi déformé et fâché parce qu'on avait investi 2 milliards pour envoyer ce télescope qui ne marchait pas bien dans l'espace. Mais la réalité, c'est que c'est un télescope qui a révolutionné notre vue de l'univers par ses moyens. Mais ça a coûté 2 milliards à l'époque. Je pense que le James Webb Space Telescope, et je croise vraiment les doigts que ça marche, mais va avoir le même impact. C'est un télescope qui est 3 fois plus grand en diamètre, pratiquement, donc 10 fois plus grand en surface collectrice, qui va explorer d'autres couleurs dans l'infrarouge plutôt que dans le visible, d'autres caractéristiques avec de la spectroscopie, de la photométrie. Ça va être incroyable, mais ça coûte 10 milliards. 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est juste ou pas ? Moi, je ne me permets pas de juger ça. Je pense que c'est un investissement. Et je croise vraiment les doigts que ça va bien passer parce que technologiquement, c'est juste incroyablement difficile. Ce on doit se poser comme question, c'est est-ce que ces 10 milliards... par exemple, le télescope géant que j'ai montré à la fin, le Extreme Large Telescope, il coûte 1 milliard. Il fait 40 mètres.
pas 6. Donc, il y a encore un facteur énorme. Mais est-ce qu'on a le droit de comparer? Parce que, dans l'espace, si on veut faire un grand télescope, pour faire certaines choses, on doit aller dans l'espace. Donc, c'est des comparaisons qui sont difficiles et surtout, ça serait difficile aussi de juger a posteriori si ça explose ou s'il y a un problème, de dire « Ah, ça valait pas la peine ». On doit essayer. L'alternative à ça, c'est de ne pas essayer. Et je crois que jamais rien n'a été fait sans essayer. Donc moi, je crois qu'il y a cette chose. Et après, c'est la politique, c'est les scientifiques, à travers leur argumentation, qui vont piloter et convaincre la société à investir dans un domaine plutôt que dans un autre, et tout ça. Et c'est à nous tous de décider du bon équilibre. Désolé pour la longue réponse, mais... Oui, merci beaucoup pour cet exposé qui nous montre comment vous découvrez les différentes matières dans l'espace. Et je me posais la question sur la matière noire. Est-ce que c'est par le même procédé où vous avez reçu des signes et puis vous n'arrivez pas à identifier quelle est la matière, ou c'est une toute autre approche? Alors, là, j'ai à nouveau en tête une caricature de Mix et Remix qui était excellente parce qu'il y avait une découverte à l'observatoire par un des collègues. Justement, il avait pu démontrer sur la présence de matière sombre. Et donc, on voit un astronome avec le petit truc, avec la croix suisse de ceux qui regardent, et dit « Ah, je confirme, on ne voit rien ». Voilà. Donc, la matière sombre, c'est un peu comme ce que je vous ai montré avant. Elle est sombre parce qu'on ne la voit pas. Donc, on doit utiliser des méthodes indirectes. On va démontrer sa présence en montrant que ce qu'on voit ne peut pas être expliqué sans la présence de cette manière sombre. Donc je ne vais pas aller dans le détail de la manière de voir la matière sombre, mais le concept est le même. Okay? On va étudier les objets qu'on voit, ce qu'on voit, par différentes techniques. Par exemple, typiquement la matière sombre, on regarde des galaxies. Et on mesure la vitesse de rotation des galaxies, des étoiles dans les galaxies. Et on connaît, par les lois de Kepler, la loi de la physique, à quelle vitesse une étoile doit tourner autour du centre pour qu'elle ne tombe pas au centre ou ne s'envole pas. Donc il y a une vitesse précise. Mais on observe, cette vitesse dépend par ailleurs de la masse de la galaxie. Mais on observe des étoiles qui tournent beaucoup trop vite autour de leur centre galactique. Et ça peut seulement expliquer... Elles devraient partir. Elles sont tellement vite que la force centrifuge, si on veut, c'est comme sur des Luna Park, elle devrait partir, elle devrait sortir de sa galaxie, mais elle ne le fait pas. Parce que, apparemment, il y a de la masse, de la matière sombre à l'intérieur de cette galaxie qui crée une attraction de gravité qui la garde sur son orbite. Donc ça, c'est typiquement une méthode pour déterminer la quantité de matière sombre. On observe un phénomène qu'on ne peut pas expliquer autrement que par la présence de matière qu'on ne voit pas, donc la matière sombre. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Ah, mais alors, qu'est-ce que c'est la matière sombre ? J'en sais rien. Je connais seulement ses effets physiques. Mais la nature, ça c'est par ailleurs, vous voyez, c'est très typique de la physique. On connaît l'effet, on mesure les effets, l'impact.
mais c'est difficile. La nature des choses, c'est presque philosophique. Mais ça, c'est vrai pour toutes les choses. Donc, je crois que non. Donc la spectroscopie, on sait comment elle fonctionne et on sait quel type de rayonnement on a. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui vient et dit « Vous n'avez rien compris de la physique, il y a des lois qu'il faut modifier parce que, etc. » Et puis du coup, on découvrira qu'on peut aller plus vite que la lumière ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on pense tout savoir de la technique, de la spectroscopie. Oui, ma question c'était, depuis que vous avez dit que chaque élément avait une signature par des raies d'émission ou des raies d'absorption, est-ce que depuis qu'on fait la spectrographie des objets célestes, on aura trouvé une signature qui correspond à aucun élément connu sur Terre? Alors, éléments chimiques, je dirais que non. Éléments, parce que, par contre, il y a des molécules que vous pouvez trouver dans des conditions qui ne sont pas reproduites sur Terre, parce qu'il faut une pression, une température et tout ça, et donc on a par exemple dans des nuages de gaz on détecte des molécules, puis on essaye de comprendre à travers aussi des simulations de laboratoire, ou des calculs de laboratoire, à quel type de molécules ça pourrait correspondre, des chaînes beaucoup plus compliquées, tout ça, parce que là, c'est juste infini. Donc, je crois qu'il y a des molécules qui n'existent pas sur Terre. C'est pas parce qu'on ne pourrait pas les produire, mais elles n'existent pas parce que ce n'est pas le bon environnement. Donc, oui, il y a, je dirais, de ces choses-là, mais les éléments chimiques, je dirais, justement, on les connaît, on les a mesurés sur Terre pour pouvoir dire « Ah, ça c'est ça ». À ma connaissance, j'aimerais pas me tromper, il n'y a pas de raie d'absorption qu'on ne peut pas, qui a été identifié, on dit on ne sait pas à quel élément chimique ça correspond, ça doit être un nouveau élément chimique. Ça, c'est pas le cas à ma connaissance. Juste la kryptonite. Exactement. Oui. Bien, nous arrivons maintenant à la fin de la séance car nous devons libérer la salle assez vite étant donné que c'est de cette salle qui sera utilisée pour une cérémonie de remise des diplômes qui va démarrer dans moins d'une demi-heure. Donc il faut aujourd'hui qu'on soit vraiment strict sur l'heure. Mais merci encore 1000 fois, Francesco. Merci à vous tous.